Bonjour Lucille, Bonjour Armelle, bienvenue. merci. Je suis super contente de te retrouver. Moi aussi, très heureuse d'avoir cette conversation. Très très heureuse. On va parler de plein de choses parce que il y a, je pense aussi beaucoup de choses qui nous lient. On en a un petit peu parlé juste avant de se retrouver, notamment de respiration, de breathwork, mais aussi de manifestation, d'empowerment du féminin, qui est aussi quelque chose qui est en émergence depuis plusieurs années et qui a beaucoup de sens quand même encore aujourd'hui, même peut-être plus que jamais dans cette nouvelle ère du Verseau qui est Mm. en pleine expansion. On va parler voilà, de ton parcours. Peut-être que voilà, dans un premier temps, comme il est courant de le faire, si tu veux te présenter, dire un petit peu voilà, comment tu en es arrivé à ce que tu fais en quelques mots et expliquer quel est ton job, quelle est ta mission. Ok, merci. Donc, je m'appelle Lucille. En quelques mots, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce qu'on appelle le développement personnel. Avant, j'étais dans une carrière à Paris, dans le marketing, tu vois, un peu cliché, très différente. Et puis, j'ai vraiment senti comme un appel et la vie m'a montré qu'il fallait que je change. C'était des synchronicités assez drôles où tout s'est arrêté en même temps, le job, l'appartement, la relation. Donc, du coup, j'ai écouté l'appel, je suis partie en voyage et après, je me suis reconvertie. Donc, ça fait une dizaine d'années et comme beaucoup d'entre nous, tu commences par quelque chose et puis chaque chose t'amène à quelque chose de nouveau. Donc, ça fait 10 ans que j'explore en fait par d'innombrables formations, expériences personnelles, voyages, rencontres, etc. Et évidemment aussi ma propre expérience. Aujourd'hui, je suis coach. Alors, même si c'est un mot que j'ai du mal à dire parce que j'ai du mal à me réduire à ça, tu vois, puisqu'en fait, ouais, bon, mais on va dire que je suis coach. C'est le mot qui effectivement peut paraître un peu vaste et large, mais qui a quand même du sens parce que oui, tu accompagnes des personnes dans leur De process. transformation. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on peut dire, je crois qu'on est vraiment en train d'inventer nos métiers. Et même le métier de coach, qui était avant quand même très défini, le coach, ça vient du coach sportif à la base. Hein, donc, voilà. Nous, on évolue en fait et on crée nos propres métiers en fonction de qui on est. Donc, mais on va l'appeler coach. Je suis aussi formatrice en breathwork. Donc, j'ai créé une école en breathwork. Et dans ma manière de coacher, j'accompagne principalement les femmes et je vais rester sur ce créneau-là et dans la conscience du féminin. Et oui, mon rôle, c'est vraiment de participer à ce changement de conscience, à ce changement de paradigme, j'ai envie de dire même, dans lequel on doit aller, où on a commencé à aller, où on est poussé à aller. Tu vois, il y a vraiment, on est en plein dans dans un changement d'époque. Et ce changement d'époque ne peut avoir lieu, ou le collectif ne peut changer que lorsque chacun d'entre nous fait un vrai travail et prend sa responsabilité dans ce collectif en faisant le travail personnel qui lui permet ça. Donc j'ai longtemps enseigné la manifestation, ça fait partie de nos sujets communs. Ouais. Et ça, c'est pour moi vraiment prendre conscience. La manifestation, c'est pas juste j'ai envie d'une jolie voiture rouge, comment je la manifeste demain, hein, et je fais un vision board et de visualisation. La manifestation, pour moi, c'est prendre conscience de qui on est vraiment tout le temps, puisqu'en fait, on manifeste en permanence. Donc, l'extérieur est tout le temps le reflet de qui on est, individuel et collectif. Donc, quand je vois ce qui se passe à l'extérieur dans ma réalité ou dans le monde, ça en dit beaucoup sur le niveau de conscience, tu vois, de l'individu ou du collectif. Et c'est vraiment important pour moi qu'on comprenne ça parce que sinon on continue à s'agiter à l'extérieur. Ouais. Mais si on ne vient pas faire la guérison et le chemin à l'intérieur, rien ne va changer. Donc ça, c'était vraiment, voilà, j'ai beaucoup focalisé là-dessus les dernières années. Et aujourd'hui, je dis que j'accompagne les femmes puissantes qui veulent devenir des leaders d'un nouveau paradigme. Et c'est justement ça l'idée. C'est, voilà, le féminin s'est guéri, le féminin, ou plutôt est en train de se guérir et de s'empuissancer. Comment, par ces femmes puissantes, on change de paradigme, en fait. Et on ne Ouais. fait pas juste l'ancien paradigme en talons hauts, tu vois, mais Ouais. on amène quelque chose, voilà. Et justement, quel a été le déclic pour que tu sentes que cet appel du cœur était plutôt tourné vers le travail avec des femmes? Est-ce qu'au départ, tu travaillais à la fois avec des hommes et des femmes et tu t'es spécialisée en te disant que c'était vraiment ton axe? Comment ça s'est manifesté pour toi, cette Euh, décision?
Au début, effectivement, j'accueillais tout le monde, notamment à une époque, quand j'ai démarré, j'étais psychothérapeute à Paris, sophrologue, hypnothérapeute. Donc là, effectivement, j'accueillais tout le monde. Puis ensuite, sur mon propre chemin, parce que c'est souvent ça aussi, on partage ce par quoi on est passé. Moi, j'ai travaillé autour de la guérison du féminin pour moi. Donc, ça a commencé à me mettre sur cette voie-là. Et de même, quand je parlais de manifestation et de guérison, c'est plus facile pour moi de parler à partir de ce que j'ai vécu. Donc, je parlais beaucoup de guérison, tu vois, dans le transgénérationnel, de guérison, de choses qui sont plutôt de l'ordre du féminin, qui pourraient toucher les hommes aussi, hein, finalement, féminin, c'est chez tout le monde. Mais il se trouve que j'ai été plus à l'aise, en fait, avec les femmes. J'exclus pas parfois, et peut-être selon certains sujets, si demain je faisais quelque chose selon ce que je fais, peut-être que ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas exclusivement pour les femmes, mais je pense que je suis plus à l'aise avec ça, effectivement. Et puis, oui, voilà, c'est pas, voilà, je pense que chacun doit faire avec complètement, ouais. À l'aise, tu vois. On évoquait tout à l'heure cette idée de féminin sacré versus peut-être, ou en tout cas dans une continuité de feminine empowerment, l'empuissancement ou l'empowerment au féminin. Tu avais une vision justement des choses qui étaient de sortir un petit peu de peut-être cette scission qui pouvait encore y avoir entre le masculin et le féminin. Comment tu expliquerais les choses à ce niveau-là? Ouais, c'est vrai que, en tout cas, ce que je remarque, c'est que, encore une fois, c'est vraiment avec du recul, tu vois, je parle de personnes en particulier, mais c'est comme une impression que parfois ce mouvement de feminine empowerment est encore basé sur une blessure, comme s'il y avait encore quelque chose déjà de l'ordre de je veux prouver, tu vois, ou j'ai prouvé, j'ai réussi, j'ai prouvé, moi, la femme forte, etc. Et parfois, je me demande si ça vient pas justement encore d'une blessure qui n'est pas guérie, tu vois. Et ça, c'est là où pour moi, le travail profond, il est important. C'est qu'une blessure pas guérie, peu importe comment elle s'exprime, elle n'est pas guérie et elle va continuer elle va perdurer, tu vois. Donc vraiment ce travail-là profond, en fait, que tout vienne du cœur et que ça ne vienne pas depuis un endroit d'ego. Après, je trouve quand même que c'est intéressant de faire le travail sur le masculin et le féminin, dans le sens de type d'énergie. Mais on pourrait tout autant parler de yin et de yang, finalement. Oui, exactement, en termes de polarité et énergétique, plutôt qu'un aspect, finalement, ou un genre. Ouais, absolument, parce que ça reste quand même... ça reste clivant, en fait. Et tant qu'on fait du clivage, du coup, voilà, c'est difficile de... ça entraîne parfois de la séparation, de la mécompréhension, et puis ça entraîne l'un contre l'autre, tu vois, plus ou moins, parfois. Donc oui, je trouve qu'on pourrait parler d'yin et de yang, ou d'énergie de l'action par rapport à l'énergie de la réflexion, enfin, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser effectivement, on est notre premier cobaye aussi dans cette transmission en tant que coach. On va reprendre ce terme un petit peu vaste, mais qui nous définit, et toi et moi et tant d'autres, parce qu'il y a une émergence de toute cette compréhension du vivant, et on reparlera aussi un petit peu du vivant tout à l'heure et de cette notion de se réveiller aussi à qui l'on est vraiment, que tu as un petit peu abordé. Mais c'est vrai qu'on est notre propre cobaye au départ, et je pense que tu me diras si c'est pareil de ton côté, on expérimente aussi des choses qu'on va ensuite pouvoir alchimiser et retransmettre. Et ça part souvent de nos propres blessures, de ce qui n'a pas été complètement guéri et qui commence tu vois, à chauffer sévère dans la marmite, et on se dit bon, il va peut-être falloir soulever le couvercle. Mais c'est vrai que, en tout cas, tu vois, si je peux parler de mon process, moi c'est vrai que ça a toujours été cette déconstruction-là qui m'a permis d'en arriver à coacher des personnes sur le même sujet, ou à comprendre ce qui s'était passé, ou dans un aspect plus vaste, me dire bon, on part de ça, on alchimise et on peut aller vers quelque chose. Et c'est vrai que cette réflexion dont tu parles, aussi du féminin blessé, parce qu'on sort d'une période où le féminin a été extrêmement blessé, parce que c'était une ère qui était extrêmement matérialiste, extrêmement masculine, mais encore une fois dans sa polarité yang, comme tu disais. Justement,
ça demande un renversement, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, ça demande un renversement de se remettre sur des valeurs alignées, sur un espace du cœur, sur un espace justement qui n'est pas dans la peur, pour pouvoir vraiment être dans sa puissance et pas une puissance qui crée des mouvements peut-être sans parler de tous les mouvements féministes, parce que chacun avait un sens aussi différent en fonction des périodes, des femmes, etc., mais qui ne soit pas, qui soit pas basé sur cette colère ou sur justement cette dualité qu'on peut encore vivre. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour les femmes et aussi pour les hommes, pour se réajuster aussi dans toutes ces polarités-là. Mm, mm, mm. Oui, bah, tant qu'on est aussi contre quelque chose, on n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau. Même si on essaye de créer du nouveau, mais depuis une énergie de contre quelque chose, on continue quand même à faire perdurer énergétiquement la blessure et la séparation. Donc ça va demander de la guérison, ça va demander du pardon, ça peut demander voilà, beaucoup de travail intérieur. Mais c'est drôle parce que ces derniers temps, donc comme tu le dis, en fait, moi, j'apprends en premier lieu par mes propres expériences et je partage beaucoup mes expériences et ceux avec qui ça résonne, et puis ceux avec qui ça résonne pas, voilà. Mais je trouve que dans cette manière de faire, je trouve qu'il y a quelque chose de juste dans ce milieu du coaching tel qu'il devient, c'est qu'il est déjà du coup plus authentique parce que tu vois, on parle de nous et pas que de ce qu'on a appris dans les livres, et il est plus incarné aussi parce que quand on partage voilà, notre expérience. Moi, quand je parlais de manifestation, j'ai appris la manifestation d'abord dans les livres et puis après, tel que je l'ai vécu, qu'est-ce que moi j'ai dû guérir, qu'est-ce que j'ai dû comprendre, et c'est ça que je partage. Et donc récemment, en fait, ces derniers 12 à 15 mois, j'ai eu beaucoup de... C'est vraiment drôle parce que j'ai eu beaucoup d'altercations, on va dire, dans ma vie de tous les jours avec toujours le même type d'homme. Un homme, à peu près 45 ans, assez successful, assez charismatique, un peu l'homme, pas forcément l'homme alpha, mais l'homme quand même très, tu vois, même physiquement, quoi. Tu le vois, tu le remarques, il a de l'argent, il a une grande bouche, il parle fort, il est hyper assuré, vraiment. Et dans plein de circonstances différentes. Une fois, ça a été parce que j'exprimais mon opinion sur les réseaux sociaux et que donc, voilà, certaines de ces personnes-là n'étaient pas d'accord. Une autre fois, ça a été avec mon propriétaire qui est comme ça. Une autre fois, ça a été avec mon coach qui est aussi ce genre de personne. J'ai eu des altercations. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que ces moments, en fait, m'ont fait venir énormément de colère. Donc, j'ai senti la colère qui était en moi, qui dépassait largement le cadre de la situation présente, en fait. Hein. Et qui, du coup, je pouvais sentir que c'était la petite fille par rapport à son père, parfois, et plus loin, les femmes par rapport aux hommes, en fait. Et cette espèce de supériorité qu'il y avait chez cet homme, 45 ans, successful et tout, par rapport à la fille, tu vois, à la femme. Et je ressentais une rage, mais vraiment un truc à hurler, tu vois, d'oppression, de pas être reconnue, de pas être entendue. Et je savais bien que ça dépassait mon histoire. Et donc, l'émotion était tellement forte, de toute façon, je la vivais. Et puis, je sais que c'est une pratique, en fait, d'aller dans cette émotion, de la faire sortir. Et ce qui est absolument fou et qui est de plus en plus rapide aussi, et ça s'est passé, du coup, il y a quelques temps avec mon coach et avec mon propriétaire, on a eu un différend. Ça a provoqué ça à l'intérieur de moi. Je me suis mise en colère. Je me suis donc dit, waouh, j'ai toute cette colère en moi. Ça veut dire que je continue à porter cette histoire de ces hommes qui oppriment ou qui rabaissent, tu vois. Parce que si j'ai de la colère, c'est que cette histoire, elle vit encore à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je m'autorise à avoir l'émotion. Et une fois que j'ai relâché l'émotion, dans les 24 heures, mon propriétaire et mon coach m'ont rappelé. Et l'histoire a complètement dévié. C'était plus du tout la même histoire. Tu vois, tout a changé. Et finalement, non seulement on a trouvé une solution, mais en plus, ils sont tous les deux complètement à mon service. Enfin, et en fait, je sens que la relation a changé. Et aujourd'hui, avec les deux, on est dans une relation d'égal à égal. Alors qu'il y a encore 10 jours avant qu'il y ait ça, de manière imperceptible, tu vois, sans vraiment m'en rendre compte, j'étais dans une position où moi, je me mettais un peu en infériorité. Tu vois, et donc, quand ils ont dit quelque chose, ça m'a fait réagir parce que je réagissais depuis l'endroit de moi qui était blessé, que je ne voyais pas, en fait. Tu vois, c'était un petit peu long, mon exemple, mais pour montrer... C'est très parlant, ouais. Tu vois, et donc,
je continuais à créer ça parce que je portais ça à l'intérieur de moi. Donc, plus je le guéris, Ouais. plus je peux regarder ces hommes-là, par exemple, ou n'importe quel autre homme, comme étant vraiment mon égal, enfin, tu vois, mon partenaire, je guéris ça à l'intérieur de moi d'abord, en fait. Ouais, ouais. Et tu vois, ce qui est super beau aussi à rappeler et qui peut-être parlera à toutes les personnes qui nous écouteront et voilà, qui vibreront avec ton parcours, ton histoire, c'est que c'est ce rappel que, en fait, à partir du moment où je vais visiter cette émotion, où je lui laisse de l'espace pour sortir, où je dis, bon, ok, j'ai toute cette colère qui est enfouie, il va falloir en faire quelque chose, bah, une fois qu'on laisse justement s'ouvrir et un petit peu tu vois, se décomposer cette espèce de carapace, parce que moi je vois vraiment les émotions, les croyances comme des espèces de carapaces qu'on se pose les unes après les autres et qui semblent nous protéger dans un premier moment, mais qui sont finalement tout le contraire, tu vois, quelques mois et années plus tard. Mais du coup, c'est vraiment, tu vois, ça fait le lien direct avec cette libération d'émotions qui peut directement mener à une manifestation parce que Absolument. dans ton subconscient, dans ta volonté supérieure, si on reparle aussi un petit peu de cette idée d'être supérieur, de soi supérieur, un peu omniscient, bah, on se connecte à cette intention qui est de guérir, qui est de se libérer, qui est pour ton cas, de libérer justement toutes ces colères liées aux hommes et de pouvoir enfin manifester ce que tu souhaites. Et ça peut aller très vite. Et on a des exemples tous les jours comme celui que tu viens de nous raconter. C'est-à-dire, Ouais. bah, ok, tac, je switch, je laisse filer et je comprends ce qui se passe pour pouvoir ensuite faire de la place et changer complètement ma réalité et Absolument. peut-être en quelques jours. Absolument. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qui crée notre réalité, c'est notre vibration, c'est la vibration. Lorsque la conscience passe à travers moi, elle capte la vibration que je suis et elle crée cette réalité. Donc, dans ma vibration, il y a évidemment mes pensées. C'est pour ça qu'on dit que la première chose à faire, c'est de diriger nos pensées vers ce que l'on veut créer. Mais il y a aussi mes émotions. Et en fait, 95% de tout ça, c'est inconscient, en fait. Ouais. Donc, justement, pour moi, le travail des émotions, il est hyper intéressant puisque si j'ai vraiment fait beaucoup de nettoyage, on va dire, donc j'ai beaucoup relâché, libéré tout ce qui venait d'avant, quand il se passe quelque chose dans ma journée, mon émotion va pas être très forte, tu vois, je vais juste gérer ce qui se passe. Quand les émotions sont fortes, c'est quand ça vient appuyer à un endroit où on a encore quelque chose, que ce soit d'ailleurs de notre histoire collective, transgénérationnelle. C'est pour ça aussi quand même qu'il y a quand même toujours des couches et des couches à aller défaire. Mais ça fait de moins en moins mal, mais il y en a toujours, quoi. Mais du coup, si je garde à l'intérieur de moi l'histoire que voilà, les femmes sont, tu vois, opprimées par rapport aux hommes, ou si je garde en moi l'histoire que l'argent c'est dur, ou je ne sais quoi, évidemment que c'est ça que je vais continuer à créer. Donc, et d'ailleurs, la manifestation, pour moi, elle devient presque encore plus intéressante quand ce n'est plus comment je vais créer et obtenir, manifester telle chose que je désire, mais plutôt quelle part de moi a créé ce qui est en train de se passer maintenant, tu vois, ou quelle part du collectif, quelle est la blessure que le monde porte qui crée ce qui est en train de se passer en ce moment, par exemple, aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi effectivement des choses qui nous traversent et qui sont forcément en résonance avec notre propre histoire, mais qui ont aussi un impact de guérison collective, parce qu'on le sait, en guérissant aussi vraiment individuellement, en guérissant toutes ces parts-là, on vient à guérir voilà, un groupe, un collectif, la terre entière, voilà, les êtres de manière générale, et c'est vrai que ça nous traverse comme voilà, ces canaux que nous sommes qui sont, à mon sens, ouais, vraiment, c'est notre mission pour la plupart de pouvoir ressentir tout ça à travers nous dans nos expériences, parce que rien n'est ni collectif ni individuel au final, ni extérieur ni intérieur, tout est vraiment les deux faces d'une même pièce. Donc on est cette pièce et c'est vrai que c'est magique. Comment tu ferais, toi, du coup, le lien depuis ton espace de travail qui est peut-être particulièrement le breathwork au départ avec la manifestation dont on parle, comment tu allies les deux?
Alors, le breathwork, c'est venu après, hein, vraiment. J'ai d'abord été thérapeute, puis coach. Ouais. Et le breathwork, mais un peu, c'est comme une mission qu'on m'a confiée et que je continue à porter parce que je la trouve belle. J'ai découvert le breathwork vraiment par hasard. Je partais en voyage, j'ai eu une intuition qui m'a guidée jusqu'à Léonard Orr, qui était un grand pionnier du breathwork avec qui je me suis formée. Quand je suis arrivée chez lui, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je suis arrivée avec mon sac en disant, je viens ici pour un mois. Dites-moi ce qu'on va faire. Bon, j'ai trouvé ça formidable. J'ai continué à proposer après des retraites de développement personnel et breathwork. Et puis quand j'ai commencé à pratiquer en ligne avec le premier confinement, là tout le monde m'a dit mais ce truc est génial, on veut que tu nous formes. Bon bah du coup voilà, j'ai créé une formation et aujourd'hui j'en suis à mon 4e groupe de gens formés. Mais c'est venu en plus de mon activité principale. Cela dit, ça fait complètement du sens parce que le breathwork, en tout cas tel que moi je le pratique, c'est complètement une idée d'ailleurs, Léonard Orr l'appelait rebirthing, c'est-à-dire le processus de renaissance. Pour lui, la purification était très importante et donc on passait beaucoup de temps autour du feu ou dans l'eau pour nettoyer les énergies. Et donc le breathwork, c'est d'utiliser la respiration et l'énergie vitale et de faire circuler tout ça pour défaire les nœuds énergétiques, défaire les mémoires que l'on porte dans notre corps, défaire toutes ces histoires en fait. Et puisqu'on va directement dans les mémoires du corps, on va justement pouvoir toucher des choses auxquelles le mental n'aura probablement jamais accès. On peut très bien aller dans des mémoires de naissance, on peut aller dans des mémoires intra-utérines. Et ça, c'est des traumatismes qui ont été marqués dans le corps parfois très fortement, surtout sur un tout petit corps comme ça de bébé, qui auront marqué des formes pensées très, très fortes. Je dis des formes de pensée parce que le bébé, évidemment, ne raisonne pas, il ne se dit pas « Oh là là, mon Dieu, c'est difficile », mais il a un tel choc dans son corps que ça va vraiment marquer comme une forme pensée qui dit la vie, c'est la lutte, tu vois, il faut se battre pour lutter, ou il faut survivre parce que j'ai failli mourir. Et du coup, ça conditionne après toute une manière d'être dans la vie. Et on a même accès en breathwork à des souvenirs. En tout cas, moi, ça a été mon cas plusieurs fois, d'avoir accès à des situations qui ne faisaient pas partie de ma vie là présente, donc collective, transgénérationnelle, karmique, selon les croyances. Mais c'est justement en allant respirer dans tout ça et en allant les ressentir qu'on peut les libérer. Et donc ça, c'est vraiment… Et du coup, pour moi, c'est très lié, en fait. Tu vois, on ne peut pas parler d'élévation de la conscience sans aller ressentir et libérer ce qu'on porte de honte, de culpabilité, d'impuissance, etc. On ne peut pas juste se regarder dans la glace et se dire « je suis puissante, je suis puissante ». Bien sûr. On ne va pas libérer les parts de nous qui ne le croient pas. Et donc pour ça, le breathwork est vraiment un outil extraordinaire. Ouais. Oui, c'est ce que tu vois, c'est ce que j'allais te demander tout à l'heure, c'est finalement ce qui freine notre manifestation. Et moi, c'est là, en tout cas, c'est vraiment ce que je constate depuis aussi ces dernières années et dans mon process et dans le process collectif ou des personnes que j'accompagne. C'est vrai que une des phrases qui m'accompagne, c'est tu ne peux pas manifester si tu ne fais pas d'espace, tu ne peux pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Et effectivement, tu partages cette idée de qu'est-ce qui pourrait freiner notre manifestation. Ce serait aussi toutes ces lourdeurs, toutes ces croyances, toutes ces peurs ou tous ces traumas. En tout cas, ça va freiner notre élévation en conscience, tu vois, dans le sens où c'est tout simplement énergétique. Si on veut aller vers plus d'amour, si on veut aller vers plus de joie, l'amour, la joie, c'est des fréquences énergétiques qui vibrent à un certain niveau. Et si à l'intérieur de ma coupe, pour reprendre ton exemple, j'ai de la honte, de la culpabilité, qui sont des fréquences extrêmement basses en fait, mais c'est comme ça qu'on les mesure, hein, c'est des fréquences basses et qui du coup vont beaucoup moins vite. Bah forcément, mathématiquement, tu vois, je ne peux pas être, ça va toujours, et puis ça va se rejouer dans ma vie de tous les jours, et ça, j'imagine que tout le monde peut retrouver un exemple de ça, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris dans mon corps, justement, il y a quelques années, lors d'un breathwork, je me suis reconnectée à un souvenir de mon adolescence.
Et je connaissais ce souvenir, j'en avais déjà parlé, mais comme on dit dans le jargon, j'en étais complètement dissociée. C'est-à-dire que je savais que ça s'était passé, mais je n'avais pas d'émotion par rapport à ça, qui est typique d'un trauma. Et enfin, exactement la définition même d'un trauma. Et donc, dans un breathwork, je retrouve cette situation et là, je sens la honte de cette gamine que j'étais. Et je me dis, mais mon Dieu, cette gamine de 13 ans, mais comme elle a eu honte, mais mon Dieu. Et donc, je sens cette honte partout. Vraiment, enfin, c'était... la honte, c'est un truc qui est tellement fort qu'en plus, du coup, je suis partie dans mon état modifié de conscience. J'avais l'impression d'être au purgatoire, tout était cramé. Enfin, tu vois, c'était tellement, c'est une vibration qui est lourde, quoi. Et je traverse ça. Le lendemain, je n'étais pas la même personne. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus la même personne. Parce qu'avant, sans le savoir, sans même être en contact, sans même l'imaginer, j'avais une part de moi qui portait vachement de honte. Et du coup, pas étonnant que je procrastinais pendant des années, que tous les programmes que j'ai faits après, je voulais les faire à l'époque, mais je gardais un programme ouvert pendant un an et demi et j'étais hyper perfectionniste et je ne le lançais pas. Enfin, tu vois, qu'il y avait... Avec du recul, je comprends en fait tous les saboteurs que je ne voyais même pas comme des saboteurs. Je leur trouvais des bonnes raisons d'être à l'époque. Mais évidemment, quand une part de moi a tellement honte, comment je peux faire, tu vois, les choses. Depuis que j'ai traversé ça, mais le lendemain, tout a changé. Le lendemain, j'osais aller sur les réseaux, j'osais prendre la parole, j'osais donner mon avis, j'ai fait mes projets, tu vois. Donc, bien sûr que ce que je porte d'inconscient, ça joue dans ma manifestation. Mais ça joue même, en fait, au-delà de ça, ça joue même dans qui je suis et comment je suis dans le monde, tu vois, dans mes relations, etc. Et le truc, c'est que parfois, on ne le sait même pas. Tu vois, moi, j'ai vécu 40 ans sans savoir que j'avais tellement de honte. C'est fou. C'est des vrais moments de libération quand ce genre d'expérience arrive, justement, là, en breathwork et en état modifié de conscience. Et c'est incroyable. On ne peut pas forcément se rendre compte de tout ça. Et ce que tu disais me fait écho, tu vois, dans cette idée qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est des croyances qui vont devenir des habitudes et des habitudes qui vont devenir notre personnalité. Et à terme, tout ça, on n'a pas vu, tu sais, le début de... Voilà, le tout premier moment où ces choses-là se sont consolidées en nous. Et à force, ce que tu disais sur la procrastination, par exemple, c'est devenu comme un trait de caractère qui avait été engendré par des traumas successifs qui n'avaient pas été vus et voilà, qui étaient qui étaient venus impacter complètement ta vie, ta réalité, quoi. Complètement. Mais ça, cette notion de personnalité, c'est effectivement très enfermant. Mais c'est difficile d'envisager qu'on pourrait changer, en tout cas pour certaines personnes, parce qu'on entend souvent certaines personnes dire « bah oui, mais je suis comme ça ». Non, il y a un moment, quelque chose a fait que tu as pris ce chemin, comme tu l'as très bien dit, mais Et pour reparler un petit peu du rebirthing de Léonard Orr, avec qui tu t'es formé, je crois, en plus juste parce qu'il est mort il y a peu de temps, cet homme. Il est mort il y a 2 ans et demi, peut-être. Donc très récent. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les personnes, même si ça commence à être très, très connu maintenant dans le milieu du développement personnel, ce qu'est vraiment le rebirthing et ce que ça peut générer en soi? Bien sûr. Donc, c'est une technique de breathwork parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques de breathwork. Par exemple, il y a la respiration holotropique. Peut-être vraiment parmi les 3 courants les plus connus et fondateurs, il y a la respiration holotropique qui utilise la respiration et qui amène vraiment dans un état de conscience modifié. Il y a Léonard Orr qui avait créé le rebirthing, j'y reviens, qui est là un outil vraiment très thérapeutique. En fait, c'est l'utilisation de la respiration connectée. Donc, on va y revenir. Et puis, le 3e grand nom du breathwork, selon moi, c'est évidemment Wim Hof. Mais lui a un travail qui est moins tourné sur la libération des émotions ou les traumas, mais qui est un petit peu plus axé sur la performance, le système immunitaire, le mental, etc. Mais évidemment, il est à citer. Et puis, donc ça, c'est vraiment, selon moi, les 3 grands courants, en fait. Et après, il y a plein d'écoles de breathwork qui existent. Donc, la respiration holotropique reste quand même assez particulière. Elle a vraiment des codes sur comment ça se pratique.
Léonard Orr, lui, c'est celui qui a vraiment mis en avant cette idée que cette technique de respiration connectée, donc en fait, j'inspire et j'expire sans pause, alors que dans la vie de tous les jours, là, pendant que vous nous écoutez, vous pouvez observer, mais en général, on fait une petite pause à la fin de l'expiration avant d'aller chercher la prochaine inspire. Et parfois aussi, à la fin de l'inspiration, on fait une pause. Donc là, on va supprimer ça et on va vraiment reprendre des grandes inspirations et relâcher l'expire et partir sans pause comme ça. Et Léonard Orr, c'est celui qui a vraiment montré que justement, en respirant de cette manière-là, on allait envoyer de l'énergie dans le corps et on va aller détendre partout où il y a des tensions énergétiques à l'intérieur de nous. Et les tensions énergétiques qui sont dans notre corps, c'est justement toutes les mémoires du corps, toutes les émotions qui vont pas circuler. Les traumas, les... Exactement. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant, alors d'abord, ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir, parce que malheureusement, c'est pas suffisamment su, que une respiration fluide, ample, libérée, probablement réduirait le nombre de maladies de, je sais pas combien, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est le premier élément clé dans notre santé et dans notre niveau d'énergie. Donc, comme la fatigue, c'est un peu le mal de ces années-là, tout le monde est fatigué. Regardez votre respiration. Ouais. Or, ce qui crée de l'énergie dans nos cellules, c'est la respiration, en fait. Donc, déjà, j'aimerais que tout le monde sache ça. Mais au-delà de ça, à chaque fois que quelque chose est venu nous heurter, tu vois, tu as eu un choc, quelqu'un, tu as peur, tu as un choc, ou même les croyances limitantes, elles se sont créées au moment où on a eu des chocs. Hein, on vient pas, ou alors elles se sont créées par notre environnement. Mais malgré tout, c'est une idée que tu es arrivé au monde plein potentiel, tu pouvais tout être, et puis on t'a dit, alors ici, ça se passe comme ça. Et puis comme ça, et puis l'argent c'est comme ça, puis les relations c'est comme ça, puis ça. Et donc à chaque fois c'est des restrictions. Et dans ces restrictions, ça crée des contractions. Et à chaque fois qu'on se contracte, on retient notre respiration. Si là quelqu'un vient de faire quelque chose qui te surprend, tu vas et tu retiens ta respiration. Donc au bout d'un moment, toutes ces choses-là, elles s'inscrivent dans notre respiration. Et moi j'adore montrer aux gens comment la manière dont ils respirent, c'est un miroir de la manière dont ils vivent. Et quand on sait prendre des grandes et profondes inspirations et pleines, c'est-à-dire qu'on sait dire à la vie, oui, il y a toute cette énergie qui est là, viens, rentre en moi, co-crée avec moi, je suis là, tu vois, et je suis vivant. Et quand on prend des toutes petites inspirations comme ça, c'est un peu comme si on voulait se cacher. Donc voilà, donc on réapprend à respirer de cette manière-là, on fait circuler toute cette énergie dans le corps, et du coup, on va pouvoir ressentir et libérer toutes ces choses qui nous ont à un moment restreint. Et pourquoi justement ce thème ce terme oui, de rebirthing, est-ce que ça a un rapport avec la naissance ou ça n'a jamais forcément été lié? Ouais, alors lui, il l'a appelé. Alors après, il faut savoir que cette technique de respiration connectée, du coup, elle a été reprise par plein de gens qui après font. D'ailleurs, certains le font aussi en 2 temps. Ils font, et puis des fois, c'est en 1 temps. Donc après, il y a plein d'écoles qui se sont créées. Et moi, j'ai aussi créé mon école que j'ai appelée Alive Breathwork parce que je ne pouvais pas l'appeler purement rebirthing, même si j'ai été formée par Léonard Orr. Léonard m'a formée d'une certaine manière, mais aujourd'hui, ma formation ne ressemble pas du tout à ce que j'avais appris avec lui, parce que j'ai amené plein de choses. Donc, du coup, le rebirthing n'était pas du tout cadré, contrairement à la respire ou le tropique. Et voilà. Et pourquoi il l'a appelé comme ça? Et d'ailleurs, ça a distingué du rebirth, parce que souvent les gens disent « Ah, le rebirth ». Mais en fait, non, le rebirth, c'était autre chose. Et d'ailleurs, le rebirth focalisait vraiment sur la naissance. D'accord. Donc, le rebirth, c'est des gens qui ont créé, voilà, ils faisaient respirer aussi, mais vraiment, ils te faisaient comme reproduire le moment de l'accouchement, tu vois. Oui. Avec Léonard, pas du tout. Pour moi, il y avait d'abord dans rebirthing, il y a le processus de renaissance. Donc, c'est comme si justement, ce processus de revenir en arrière pour renaître, tu vois. Parce que je défais mes croyances limitantes, mes traumas et tout ça, et je renais à chaque fois. Et par contre, il est quand même vrai qu'on va pouvoir parfois... En fait, il y avait parfois cette idée de revivre notre première respiration. Et parfois, dans un breathwork, ça arrive quasiment à tout le monde, et parfois on le voit et parfois on ne le voit pas. Mais il y a un moment où on va avoir l'impression de
un peu suffoqué, et puis on va reprendre une respiration. Et pour Léonard Rohr, ce moment était hyper important parce que pour la plupart d'entre nous, la manière dont on est venu au monde, c'était très médicalisé, tu vois, et donc tu sors du ventre et d'un coup, tu arrives là dans la salle d'hôpital avec les lumières en grand, les gens qui crient, il y a du bruit, il y a du truc, donc c'est hyper choquant. Et on coupe le cordon, alors qu'en réalité, le cordon pourrait rester plusieurs jours encore, tu vois. Donc, on le coupe trop tôt par rapport à ce que la nature a prévu. Et ce cordon coupé, dans ces circonstances-là, crée en fait une suffocation chez le bébé qui, du coup, va ensuite prendre son premier souffle comme un moment de survie. Donc, c'est-à-dire que notre première respiration, elle est prise dans un moment où on a l'impression qu'on va mourir. Et du coup, je respire pour survivre. Et on se dit, mais quand mon corps a retenu ça, quand ma première respiration est venue d'un endroit de je vais mourir, j'étouffe, qu'est-ce que ça peut marquer comme empreinte pour le reste de la vie, tu vois? C'est pas si étonnant qu'il y ait tellement de gens pour qui vivre, c'est lutter, en fait. Vivre, c'est difficile, parce que c'est comme ça que j'ai pris mon premier souffle. Donc, dans cette idée de rebirthing, il y a aussi, en fait, de comme corriger tout ça et revenir à ce moment où j'ai pris mon premier souffle pour qu'il soit un premier souffle de je suis content d'être là, tu vois, qui est pas du tout la même chose. Ouais. C'est fou, donc finalement, chacun et chacune d'entre nous pourrait vivre ça pour vraiment se sortir d'une programmation qui est notre toute première programmation en arrivant sur Terre et qui pourrait vraiment juste, en travaillant sur déjà ce tout premier moment, nous permettre d'avoir toute une conception de la vie complètement différente. Ouais, absolument. Et c'est aussi ça que du coup, je fais faire dans mes sessions, c'est de respirer en douceur, de mettre du plaisir dans la respiration pour justement réhabituer, pour commencer à mettre s'il y a du plaisir dans ma respiration, forcément il y a du plaisir dans ma vie. Si respirer c'est plaisant, respirer c'est vivre, hein. Donc donc du coup voilà, je reprogramme aussi mon lien avec la vie de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des espèces de patterns ou des récurrences que tu vois à chaque fois chez les personnes que tu accompagnes ou que tu coaches en formation pour devenir à leur tour coach en breathwork? Est-ce qu'il y a forcément peut-être un processus qui n'est pas toujours dans les mêmes étapes pour chacun, mais est-ce que tu sens qu'il y a quand même des étapes cruciales qui sont traversées par chaque personne? En fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder justement comment je respire, c'est un miroir de comment je vis. Et je vais citer Dan Brûlé, qui est quelqu'un qui travaille énormément sur la respiration, qui est passionnant, qui dit « Je ne peux pas lâcher prise sur mes pensées, je ne peux pas lâcher prise sur mes anxiétés si je ne sais pas lâcher prise sur mon expiration. » Et l'expiration, c'est le moment où le corps laisse partir ce dont il n'a plus besoin. Or, la plupart d'entre nous, on ne fait pas tu vois, c'est pas juste ça sort. C'est très souvent dans l'expiration, et quand les gens commencent à respirer, on voit qu'ils poussent. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on retient notre expiration. Donc, quand on dit à quelqu'un, vas-y, expire, et bien du coup, je pousse. Et ça, c'est un des premiers trucs qu'on va observer et inviter à corriger. Parce que derrière ça, c'est une métaphore de comment je suis en relation avec la vie, comment je suis en relation avec mon lâcher-prise. Quand je retiens mon expiration, c'est que je dis dans mon corps, ne laisse pas partir, garde encore un peu, tu vois. Alors que ces choses qui ne me servent plus, naturellement, la vie passe et je devrais les relâcher. Mes pensées, mes émotions, les situations, les personnes, voilà, la vie passe. Mais quand je retiens mon expiration, c'est une métaphore de quelque chose de moi qui retient le passé aussi. Et du coup, c'est intéressant que quand on dit aux gens lâche prise, alors là, du coup, on passe dans, tu vois, je pousse, quoi, comme si là, j'ai quelque chose à faire pour allez, je veux me débarrasser de ça. Donc, c'est déjà une première rééducation hyper profonde, en fait, d'apprendre à juste, je laisse sortir mon expiration, je suis tranquille avec ça. La vie peut passer, tu vois, je peux lâcher prise sur mes expériences et je suis tranquille avec ça, je suis OK. Mais du coup, là-dedans, il y a beaucoup d'émotions aussi qui peuvent arriver, tu vois. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment 100%. C'est on va passer... j'allais te dire, c'est quelque chose qu'on traverse tous à un moment, cette idée de waouh, lâche prise, comment est ma respiration et qui est récurrent chez nous, quoi. Et le deuxième aspect, c'est alors là, l'un ou l'autre, soit des gens qui vont respirer très doucement
Et ça montre souvent des gens qui vont avoir tendance un petit peu à se cacher. Alors, je ne peux pas faire des généralités comme ça. Ce serait un peu violent, mais quand même dans l'idée, ça peut être un peu des peurs de prendre sa place complètement, parce que pourquoi ne pas prendre toute cette inspiration, tu vois? Donc, on peut sentir des blocages et tout comme ça. Donc, soit c'est ça, soit c'est l'extrême inverse de allez, j'y vais, tu vois. Et j'inspire, et alors j'y vais, et puis les gens, ils sont là comme si, tu vois, c'était une lutte. Enfin, pas une lutte, mais il faut y aller, quoi. Ouais. Et ça, j'aime bien détecter le il faut. Tu vois, quand on dit oh là là, ça m'a fatigué. Ah ouais, mais souvent ça fatigue parce qu'en fait, on est dans un truc de allez, il faut que je respire. Mais s'il faut que je respire, ça veut dire que tout ce que je fais dans la vie, ça part de il faut. Il faut que. Voilà. Donc ça, j'adore en fait. Donc c'est souvent ces deux trucs-là. Soit c'est il faut, c'est un travail, soit c'est oh, c'est un peu trop dur, j'y vais pas. Et ce que j'aime bien, c'est d'arriver à amener les gens à l'endroit de je suis active, je suis dynamique depuis un endroit où je suis détendue. Tu vois? Parce que ce qu'on fait avec notre système nerveux, c'est justement ça. Soit je suis allez, j'y vais là, je suis à fond. Puis d'un coup, après, j'ai trop donné, donc je relâche tout et je m'écroule dans le canapé. Tu vois? Alors, oui, il faut retrouver ce milieu justement dont on parlait avec Camille Thomas que tu connais, je crois qu'elle s'est formée avec toi, et on parlait de cette théorie polyvagale du coup qui est effectivement très représentative et très associée au breathwork, parce que quand on est dans justement son vagal ventral, dans cet alignement, on n'est ni dans le fight or flight et ni dans cette espèce de léthargie où il n'y a plus rien qui se passe et l'énergie est absente. Voilà, absolument. Et du coup, ce qui est fascinant et génial avec la respiration, c'est que la façon dont quelqu'un respire va dire énormément sur la vie, la personnalité et tout ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. En tout cas, la respiration porte tout ça, ouais. Et puis peut nous amener à reconnecter avec toutes les mémoires qui sont de cette histoire-là. Ouais. Est-ce que toi, tu as un process, peut-être, tu vois, instinctif, naturel ou qui s'est organisé au fil des années dans ton enseignement, des bases par lesquelles il faut passer, ou est-ce que c'est vraiment selon chaque personne? Est-ce qu'il y a, c'est vraiment instinctif, ou est-ce que tu as quand même une espèce de routine, de base qui t'oriente? Pour accompagner des personnes, tu veux dire? Pour accompagner ou justement pour déceler un petit peu ce que tu dis sur comment cette personne respire va m'indiquer peut-être par où je vais pouvoir ou devoir commencer pour travailler avec elle de manière positive. Moi, je fais une entière confiance à la pratique, à la technique. Donc, c'est pour répondre un petit peu plutôt dans le non, j'ai pas de protocole. Et je suis plutôt pas trop pour les protocoles, en fait. D'accord. En tout cas, dans cette pratique-là. Parce que j'ai vraiment une pleine confiance dans le fait qu'elle va amener ce qu'elle doit amener et que si la personne continue à... Et puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise séance, il n'y a pas de « il faut que tu en arrives là ». C'est justement la respiration et le corps, c'est vraiment laisser... c'est notre médecine intérieure et laisser notre guide intérieur montrer, tu vois. Et peut-être que pour certaines personnes, il va falloir pendant 10, 9 séances, mettons, qui respirent vraiment comme ça, pour qu'à la 10e séance, il y ait enfin quelque chose qui se transforme, enfin quelque chose qui lâche et qu'ils arrivent à lâcher ça, par exemple, tu vois. Et nous, en tant qu'accompagnants, bien sûr, on va dire, essaye de ralentir ta respiration, essaye de moins pousser, essaye de faire ça. Mais on n'est pas là pour faire la police de la respiration, tu vois, parce que si je faisais ça, j'empêcherais le processus de se faire, en fait. Peut-être que le processus, il va avoir besoin d'être d'abord, tu vois, beaucoup dans une direction avant de pouvoir changer, parce que c'est d'abord par là qu'on va devoir aller pour aller trouver les émotions, les comportements et les croyances qui nous amènent à ça, tu vois. Donc, du coup, pas trop. Et puis, d'un breathwork à l'autre, il peut se passer tellement de choses. Tu peux juste avoir des prises de conscience sur ce qui s'est passé dans ta semaine, ou tu peux d'un coup avoir une expérience de sortie de corps ou un truc qui a l'impression de venir d'une autre vie. Donc là, c'est pareil, en fait. On va vraiment faire avec ce qui est là en ayant confiance que ce qui vient, c'est ce qui doit venir. Et c'est presque, ça se fait tout seul, j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire que parce qu'on va respirer, par contre, j'encourage vraiment à faire beaucoup de séances, enfin, au moins une dizaine,
à la suite, tu vois, une fois par semaine pour qu'il y ait un travail qui s'enclenche. Mais moi, plus je pratique, plus je me rends compte que la respiration, elle sait, en fait, tu vois, mieux que nous. Donc, non, je ne suis pas trop Ouais. fait Ouais, de protocole. c'est très, oui, justement, c'est d'aller dans cette liberté-là. Et on parlait aussi tout à l'heure d'empowerment, et c'est cette puissance aussi qu'on retrouve, et c'est notre, voilà, notre souveraineté aussi qu'on retrouve dans ça, de faire confiance au process. Et ça me fait penser un petit peu, tu sais, à ce qu'on dit, même justement pour toi qui as aussi expérimenté ce process d'ayahuasca et de plantes comme moi, mais différemment, parce que bah, ça peut s'expérimenter, ce que j'ai compris ces derniers jours, dans des contextes complètement différents, pas forcément besoin d'aller vivre une cérémonie pour vivre cette connexion. Et ça me fait penser ce que tu dis sur le souffle, justement, de faire confiance presque à l'âme du souffle, en fait. De faire confiance à l'âme du souffle, comme tu vas te laisser porter par ta propre âme quand tu fais effectivement des pratiques de conscience, ou l'âme de la plante quand tu prends des plantes voilà, ou des élixirs, ou n'importe quelle expérience où tu es porté par, comme s'il y avait ouais, peut-être une âme autour de cette respiration universelle et en nous, en fait. Ouais, c'est joli. J'aime bien comme tu l'as dit, c'est très beau. Je suis contente que ça te plaise, Lucille, si ça t'inspire. Mais ça m'a fait penser à ça finalement, tu vois, Ouais. et ça revient, tu sais, à ce process toi, avec lequel tu travailles, de revenir à sa vérité, à renaître un peu aussi, à être vraiment vivant dans toutes ses facettes. Et je me dis, tu vois, si la respiration à l'intérieur de nous est vraiment aussi, comme il n'y a rien d'extérieur, rien d'intérieur, et que tout est lié, tu vois, cette respiration collective qu'on est en train de traverser, qui pourrait être aussi cette présence, cette âme collective qui nous traverse tous, en fait. Ouais, c'est beau. Mais il y a de toute façon, dans tout ce qui est une impulsion à grandir, Ouais, ce qui fait que chaque graine de rose va devenir une rose quand tu la plantes, tu vois, que la nature, tu peux couper, elle va se renouveler. Et d'ailleurs, les Grecs appellent ça enteleki, c'est cette force qui pousse ce qui est à grandir. De vie, il est aussi en moi. Donc justement, quand je fais confiance à ça, et moi je fais énormément confiance à ça, c'est pour ça que dans cette idée de manifestation, tout ce qui m'arrive dans la vie, je le prends comme quelque chose comme un maître en fait. Tiens, il se passe ça en ce moment dans ma vie, qu'est-ce que ça me dit de moi? Parce qu'en fait, cette force de vie qui veut me voir grandir, elle cherche à me mettre sur le chemin. Donc elle montre dans ma réalité ben, là où je dois porter mon regard et parfois guérir ou parfois tout ça, tu vois. ouais, c'est Donc, bien que tu le cette rappelles. force de... Oui, c'était juste pour revenir sur ce que tu disais sur l'âme du souffle. Ouais, C'est un peu la même chose, en fait. En moi, j'ai déjà quelque chose qui veut me soutenir, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est ce que tu dis me fait penser à l'idée que je pense on partage, tu vois, que rien de ce qui nous arrive n'est là contre nous, en fait. Au contraire, tout est là, justement, même dans les épreuves de la vie, lorsqu'on vit des choses difficiles, tout est là pour nous aider à grandir, même si on ne le voit pas toujours au début. Exactement. Ouais, bien sûr. Super. Ouais. Merci beaucoup, Lucille. Est-ce que tu veux rajouter Merci. quelque chose? Merci pour cette conversation. C'était vraiment super intéressant. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir à Live Breathwork si vous voulez tester une séance. Écrivez-nous de la part de Armel et puis on organisera pour que vous puissiez tester une séance avec nous. Et non, voilà, j'ai envie de... Si j'avais une seconde, là, un micro, une seconde, je dirais aux gens de rester dans l'amour. En ce moment, c'est compliqué. Depuis quelques années, là, on voit bien que... Enfin, lourdeur, beaucoup de tristesse, c'est compliqué, quoi. Donc, d'arriver à se souvenir pourquoi on est là et de garder de la joie dans le cœur, de garder voilà, vos intentions sur ce que vous désirez créer. Super, je ne peux pas Voilà. mieux terminer. Merci Armel. Merci, Lucille. À bientôt. À bientôt.